Avec son apparence de maman et de mamie joviale et sympathique, Lois Ries attire la confiance. Mais un jour, sans que personne ne s'y attende, elle bascule dans une folie meurtrière au mobile énigmatique. Je vais vous raconter son histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'affaire Lois Ries et je vais commencer par vous la présenter. Lois est née le 28 février 1962 à Rochester, dans le Minnesota, et elle a eu une enfance pour le moins compliquée. Elle est la petite dernière d'une fratrie de 5 enfants, elle a 2 grands frères qui s'appellent Butch et Bob, et elle a 2 grandes sœurs qui s'appellent Kim et Cindy. Pour le coup, ils s'entendent très bien, les enfants sont très soudés, ils ont de bons rapports, mais c'est probablement en réponse au comportement de leurs parents qui leur font vivre un enfer. La maman des enfants s'appelle Donna et elle est schizophrène et bipolaire. Mais en plus de ça, elle a le syndrome de Diogène. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce syndrome, en gros ce sont des personnes qui n'arrêtent pas d'accumuler des affaires, des objets. Ils passent leur temps à acheter des choses dont ils n'ont pas forcément besoin et ils n'arrivent pas ni à s'en débarrasser ni à les jeter. Donc c'est-à-dire que leur maison est remplie de bordel. Je vais vous montrer un peu des photos de logements de personnes souffrant de ce syndrome. Vous allez voir, c'est terrifiant. Et imaginez maintenant être un enfant et naître dans ces conditions. Bien évidemment, cela va sans dire, il n'invitait jamais personne à la maison. Il y a quand même un papa dans tout ça qui s'appelle William et qui a une très bonne situation. Il est ingénieur dans une grande entreprise, il gagne très bien sa vie, mais c'est quelqu'un de radin et qui ne s'occupe pas vraiment de sa famille. En fait, il essaye de fuir un peu la situation. Il voit bien que sa femme est folle et qu'elle est dans une situation compliquée, mais il n'a pas envie d'affronter la réalité, donc en fait, il fait comme si de rien n'était. Il est dans le déni le plus total. Il dort, il vit au milieu de tout ce bordel, et puis il retourne au travail où il passe le plus clair de son temps. Donna, de son côté, finit par être enfermée dans un hôpital psychiatrique où elle passe le reste de ses jours. Elle meurt dans cet hôpital, mais c'est trop tard pour ses enfants. Le mal est fait. Ils ont grandi sans affection et sans véritable repère. Restons maintenant concentrés sur Lois. Tous les enfants ont eu une vie compliquée qui pourrait être intéressante à raconter, mais là c'est Lois qui nous intéresse. Et Lois, en grandissant dans un tel environnement, a eu beaucoup de mal à l'école. Évidemment, en rentrant à la maison, c'est compliqué de faire ses devoirs au milieu du bordel, avec les crises de folie de sa maman et tout ça. Donc elle galère à l'école, et à l'âge de 11 ans, elle tombe dans l'alcool et le cannabis. Elle arrête finalement l'école à l'âge de 16 ans et elle enchaîne les petits boulots de serveuse et de vendeuse. Alors qu'elle travaille dans un centre commercial, Lois tombe sous le charme d'un de ses collègues qui s'appelle David Ries. Ils sont tout jeunes puisque Lois n'a que 20 ans et David 19 ans, mais ils sont tellement sûrs de leur amour que 3 mois plus tard, 3 mois seulement, ils se marient. Et encore 3 mois après, Lois tombe enceinte de son premier enfant. Elle en aura 3 au total. Et d'ailleurs, elle a enchaîné les 2 premiers puisque son premier n'était qu'un nouveau-né quand elle est tombée enceinte du deuxième. Donc ils sont allés vraiment très vite, mais ils étaient vraiment sûrs d'eux, ils étaient heureux et amoureux. Donc ça leur semblait logique. David travaille un temps dans la marine, puis il prend sa retraite assez tôt et il se met à travailler dans une entreprise qui s'appelle Crenlo et qui fabrique majoritairement des engins de chantier. Quant à Lois, elle décide d'ouvrir une garderie dans sa propre maison, tout simplement parce qu'elle aime trop les enfants et elle aime aussi trop ses propres enfants. Elle ne se voit pas les confier à quelqu'un d'autre, elle veut absolument les garder elle-même. Donc le fait d'ouvrir une garderie lui permet de s'occuper de ses enfants et des enfants des autres. Et c'est vraiment une évidence pour elle ce métier, elle a trouvé vraiment sa voie, sa passion. Tous les enfants qui sont passés dans sa garderie en gardent de merveilleux souvenirs. Ils disent carrément que Lois était comme une deuxième maman pour eux, qu'elle leur donnait beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Ils se rappellent d'une maison qui sentait toujours bon la nourriture, les bons petits plats, puisque Lois faisait tout maison. Lois est une véritable passionnée et elle est hyper épanouie. Cependant, en 2004, changement de vie pour la famille Ries, puisque David, de son côté, n'est pas passionné par les enfants, mais par la pêche, et il a idée d'une nouvelle activité qu'il pourrait exercer. Il aimerait ouvrir une ferme à vers de cire, donc en fait élever des vers de
de cire afin de les vendre ensuite comme appât aux pêcheurs. Il s'est bien renseigné là-dessus, il sait que c'est une activité lucrative, donc il pourra allier sa passion pour la pêche à de bons revenus, donc c'est vraiment tout bénef pour lui. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas exercer cette activité à Rochester. Il faut des conditions particulières pour pouvoir ouvrir cet élevage de vers. Donc la famille est contrainte de déménager et ils achètent une belle maison dans le village de Blooming Prairie. Un joli nom pour un joli village tranquille de 2000 habitants, village dans lequel les Ries s'intègrent parfaitement. David ouvre comme prévu sa ferme et son magasin, tandis que Lois rouvre à nouveau une garderie dans la maison. Elle la garde quelques années avant de la fermer et de devenir femme au foyer, et elle aide aussi un petit peu David dans son travail à côté. David est décrit par tout le monde comme quelqu'un de jovial, de joyeux et surtout de très drôle. Il passe son temps à faire des blagues, à faire rire tout le monde. En plus, il a un rire communicatif, donc c'est assez fréquent que les gens partent en fou rire juste parce que lui-même est en train de rire, donc ça fait rire aussi les autres. Et d'ailleurs, ça se voit à sa bouille, hein. Quand on regarde ses photos, il a vraiment une bonne bouille, on sent que c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de sympa, quelqu'un de rigolo, et c'est ce que tout le monde dit de lui, vraiment, il y a personne qui ne l'aime pas. C'est vraiment quelqu'un de positif. Et au travail, en plus, il n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Il travaille très dur aux côtés de ses employés, ce qui est forcément très apprécié par eux. Et ils décrivent un super patron. Ils se sentent vraiment chanceux d'avoir un patron comme David. Sa femme Lois est également très appréciée par tout le monde. C'est quelqu'un qui est décrite comme sympathique, sociable, extravertie, bavarde. Et elle a également un côté un peu fuffle. Donc ça marche très bien aux côtés des enfants, puisqu'elle n'hésite pas par exemple à se déguiser si ça peut les amuser. Et en fait, David et elle font très bien la paire, puisque ce sont deux personnes très souriantes et très fun. Et puis Lois est également décrite par ses proches comme quelqu'un de poli et serviable, donc c'est quelqu'un qui est de très bonne compagnie. Il y a une amie à elle qui se souvient notamment l'avoir un jour invitée en week-end dans sa maison de vacances, et elle dit que Lois est venue les bras chargés de bonne nourriture, qu'elle a fait la vaisselle, le ménage, enfin vraiment, elle a mis la main à la pâte, elle a bien aidé. Donc c'est quelqu'un voilà que les gens aiment côtoyer, tout comme David. Une nièce du couple dit même que pour elle, c'est le couple idéal. Elle les voit vraiment comme le couple parfait. Ils ont l'air tellement proches, tellement fusionnels. Ils font plein de choses ensemble, plein d'activités, des soirées bowling, restaurants, enfin bref, ils sortent ensemble tout le temps. Et elle les voit vraiment heureux, amoureux, et elle rêve d'avoir la même relation avec son futur mari. Mais dans les années 2010, alors que Lois et David sont devenus d'heureux grands-parents, eh bien Lois se met soudain à se sentir inutile. La flamme n'est plus trop présente dans son mariage avec David. En plus de ça, elle a fermé sa garderie, donc elle a plus d'activité professionnelle. Elle est en quête d'un peu de rebondissement dans sa vie, d'un peu d'aventure et aussi d'attention. Et c'est comme ça qu'elle devient accro aux jeux d'argent. Elle passe son temps dans les casinos, sur les machines à sous, et elle devient complètement addicte. En effet, dans les casinos, elle se sent belle, elle se sent importante. Elle aime la façon dont les gens interagissent avec elle au casino, la façon dont on la traite, et bien sûr aussi, elle aime l'euphorie qu'elle ressent quand elle gagne. Bon, au départ, c'est une addiction plutôt légère, mais ça va empirer à cause de problèmes de famille que rencontre Lois. En effet, sa sœur Kim, qui vient de divorcer, a été diagnostiquée schizophrène et bipolaire comme leur maman, et il s'avère qu'elle n'est plus capable de se gérer au quotidien. Elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle, et Lois propose d'être sa tutrice légale. Et elle prend Kim chez elle. Bon, seulement un temps, parce qu'au final, ça crée encore des soucis avec David, qui n'apprécie pas sa sœur, la cohabitation ne se passe pas très bien, Kim fait un peu sa loi à la maison, elle est pas très agréable comme colocataire, donc Lois décide de l'envoyer dans un foyer spécialisé, mais elle doit encore s'occuper d'elle comme tutrice, s'occuper notamment de ses revenus et également aller la voir au foyer, s'occuper de ses rendez-vous médicaux, etc. Un peu plus tard, c'est un des frères de Lois, Bob, qui lui est dépressif et qui est paralysé depuis l'adolescence, qui a soudainement besoin d'être placé en foyer. Donc elle le met dans un autre foyer que Kim, mais un qui n'est pas très loin, et finalement elle doit s'occuper des deux. Et dans la foulée, c'est leur papa, William, qui tombe gravement malade. Donc là encore, c'est Lois qui s'occupe du papa, qui est à ses côtés et qui l'accompagne dans la fin de sa vie. Forcément, après la mort de William vient l'héritage, et je vous rappelle que William est un homme très riche.
Un homme qui travaillait toute sa vie dans une grande entreprise en tant qu'ingénieur avec un poste à responsabilité. Donc forcément, Loïs s'attend à recevoir un beau pactole. Et puis, elle se dit quelque part qu'elle sera comme ça un peu récompensée pour tout ce qu'elle a fait, puisque ça fait plusieurs années qu'elle s'occupe des membres de sa famille et qu'elle est finalement la seule, on va dire, qui prend ce rôle. Donc elle s'attend, voilà, à de la reconnaissance de la part de son père, mais c'est tout le contraire. Puisque quand elle découvre le testament rédigé par son père, il a décidé de donner un pourcentage différent de sa fortune à chaque enfant en fonction de, je sais pas, soit la façon dont il les aimait, ou soit peut-être selon ce qu'il méritait ou pas, selon lui, c'est vraiment lui qui a décidé ça. Et Loïs tombe des nues, puisque 3 de ses frères et sœurs héritent de 25% de la fortune, ainsi que de biens immobiliers, tandis qu'elle, elle n'a que 15% avec rien d'autre. C'est vraiment celle de la fratrie qui a eu le moins sur le testament, alors que c'est elle qui a fait le plus pour sa famille. Donc elle est vraiment complètement choquée que son père ait pu faire ça. Loïs a la rage et elle se met à claquer tout l'argent de l'héritage. Elle achète un beau 4x4 qu'elle offre à David, elle lui achète un beau bateau de pêche qui peut accrocher derrière le 4x4, elle achète un quad, elle achète des meubles et des décorations luxueuses pour sa maison, et le reste, eh bien, elle le claque au casino, vous vous en doutez, sur les machines à sous. Et ça, David, ça le rend fou. Il devient vraiment stressé par la situation, puisque de riche, il passe à endetté, et il a peur que la situation empire encore, parce qu'il a beau faire la morale à Loïs, essayer de l'empêcher d'avoir accès à l'argent. Par exemple, à un moment donné, elle a demandé à des amis de lui prêter de l'argent. David s'est vite interposé pour dire surtout, vous ne lui prêtez pas d'argent. Elle va tout jouer au casino, elle ne sera pas capable de vous le rendre, donc ne lui prêtez pas. Donc vraiment, il fait son possible pour essayer de la sortir de là et de l'empêcher de jouer. Mais Loïs n'en fait qu'à sa tête, comme toute personne avec une addiction, elle trouve toujours le moyen d'avoir de l'argent. Et David, de son côté, est terrifié parce qu'il se dit que si ça continue comme ça, les huissiers vont finir par lui prendre son magasin, par lui prendre la maison, et ils vont se retrouver à la rue avec rien du tout. Héloïse, de son côté, n'a pas l'air de prendre conscience de la gravité de la situation puisqu'elle va jusqu'à vider les comptes de sa sœur Kim. Sa sœur qui, je vous le rappelle, est handicapée à cause de ses problèmes de santé mentale. Elle est sa tutrice légale, donc en tant que tutrice, elle a le droit de prendre un peu d'argent à Kim pour se verser des salaires, mais ça doit être justifié. C'est-à-dire qu'elle peut prendre de l'argent, par exemple, pour l'essence, parce qu'elle l'emmène beaucoup à ses rendez-vous médicaux, ce genre de choses. Mais là, elle se sert des sommes à 5 chiffres. Et elle fait aussi des virements sur les comptes de ses enfants, en prétendant que ce sont tout simplement des cadeaux très généreux de leur tante. Mais elle n'a pas demandé l'autorisation à Kim. Donc Kim, forcément, quand elle découvre ça, quand elle découvre que ses comptes sont en train de se vider, eh bien, elle porte plainte. La pauvre Kim a mis longtemps à se faire entendre, puisqu'au début, les médecins pensent qu'elle critique sa sœur à cause de ses maladies mentales, puisque ça peut être un symptôme, de se méfier de son entourage, de se mettre à les critiquer. Donc ils se disent, bon, elle est en train de raconter n'importe quoi. Mais finalement, quand ils voient que Kim insiste, ils finissent quand même par vérifier et ils découvrent qu'elle dit vrai. Donc la police s'en mêle, Loïs est arrêtée et elle risque la prison. Mais finalement, la justice décide que ça ne se réglera pas au pénal, mais au civil. Donc, elle ne va pas en prison, mais elle est quand même condamnée à rembourser sa sœur et en plus à payer les frais du nouveau tuteur qui va devoir s'occuper de Kim, puisque bien évidemment, elle est déchue de ses droits de tutrice. Et la somme qu'elle doit donner à Kim s'élève à $100 000. C'est de l'argent que Loïs n'a pas. Donc ça la fait complètement paniquer de devoir cette somme. Elle se met à être vraiment triste, à tomber dans une profonde déprime. Et elle a également honte, puisque c'est de sa faute, c'est à cause de son addiction, elle ne sait pas comment s'en sortir. Et elle est tellement mal, elle est tellement au fond du trou avec l'accumulation de tout ça, qu'elle avale une boîte entière de somnifères. Elle tombe dans un profond coma et heureusement pour elle, David rentre à temps à la maison. Il la découvre inanimée au sol, il lui fait vite un massage cardiaque en même temps qu'il appelle les secours et Loïs a miraculeusement pu être
sauver. Vous savez comment ça se passe dans les petits villages, hein, les nouvelles vont vite, donc tout le monde est au courant de ce que Loïs a fait, et elle et David se mettent à avoir extrêmement honte. Ce sont des personnes qui tiennent quand même à leur image, et ça leur fait vraiment mal de voir que tout le monde est en train de critiquer Loïs et de parler dans son dos, et Loïs elle-même se sent très mal, elle espérait du soutien de son mari, mais en fait David se désolidarise complètement d'elle, il est vraiment à bout de son comportement, donc il ne l'accompagne même pas à ses rendez-vous médicaux avec des psychiatres alors que Loïs tenait à ce qu'il soit là. Donc les tensions entre eux sont de plus en plus palpables, toujours majoritairement à cause de cette histoire d'argent, hein, bien sûr. Et ça arrive à tel point qu'un jour, David se confie à un ami à lui en lui disant que la plus grosse erreur qu'il ait faite dans sa vie a été de rentrer à temps à la maison et de sauver sa femme. On est le 12 mars 2018, c'est jour de paix à la Waxworms Farms, l'entreprise de David, et normalement c'est lui qui s'en occupe. Mais ce jour-là, c'est Loïs qui arrive dans le magasin, la mine sombre. Elle est complètement différente de d'habitude, puisque normalement, Loïs, c'est une femme enjouée. Quand elle arrive au magasin, elle a le sourire, elle fait une accolade à tous les employés, et puis elle leur demande des petites nouvelles. Comment va ta femme? Comment vont tes enfants? Comment va l'école? Enfin bref, elle connaît un peu toute leur vie, elle leur pose des petites questions, elle est vraiment sympa. Mais là, rien de tout ça, elle arrive vraiment l'air déprimé, l'air triste. Elle leur dit que David ne se sent pas bien, qu'il ne va pas pouvoir s'occuper de payer ses employés, donc il va falloir qu'un des responsables s'en occupe, et puis elle quitte le magasin. Sur le coup, personne n'est vraiment inquiet, puisque ça arrive souvent que David ait des petits problèmes de santé, puisqu'il a des problèmes de digestion. Donc ça arrive qu'il ait mal au ventre et que du coup il reste se reposer un peu chez lui. Par contre, normalement, il passe toujours des appels dans la journée pour voir si tout se passe bien, ou pour gérer un peu le travail à distance, ou alors il passe quand même dans la journée dans le magasin. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne le fait pas. Le lendemain, le mardi 13 mars, Loïs repasse au magasin. Là encore, elle a l'air assez déprimée. Et elle explique aux employés que David ne se sent toujours pas bien, que ça a l'air vraiment assez important. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'il va prendre sa semaine et qu'elle va l'emmener chez le médecin le vendredi. Elle dit bien sûr aux employés qu'elle va les tenir au courant, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter s'ils ne voient plus David au travail pendant quelques jours, puisque vraiment il se sent très mal. Et là, les gens commencent petit à petit à s'inquiéter. Déjà parce que ça ne ressemble pas à David, vraiment comme je vous dis, de ne pas du tout passer au travail ou appeler ses employés, même s'il a mal au ventre, ça l'empêche pas de passer un petit coup de fil. Et puis il y a aussi les SMS de David qui sont devenus étranges. En effet, David aime bien raconter partout qu'il n'envoie jamais de SMS puisque les téléphones sont trop petits et ses doigts trop gros. C'est une petite blague qu'il aime bien raconter comme ça et effectivement, il n'aime pas les SMS. Donc il répond quand même à ses messages, mais avec la dictée vocale. Donc si vous n'avez jamais envoyé un message avec la dictée vocale, ce n'est pas vraiment hyper efficace, hein. Il n'y a pas de ponctuation, ou alors il faut dicter la ponctuation, il faut dire virgule, point. Mais bon, la plupart des gens ne le font pas. Donc il dictait comme ça, juste, je sais pas moi, j'arrive au travail à 8h. Et il envoie comme ça. Donc il n'y a pas de ponctuation. Et puis en plus, parfois, le robot comprend mal certains mots que vous avez dit. Donc il les remplace par un autre qui ressemble. Et du coup, David ne corrigeait jamais ses SMS. Vraiment, il n'aimait pas toucher le clavier de son téléphone. Donc il envoie les SMS tels quels. Et forcément, ils sont un peu fouillis. On ne comprend pas trop ce qu'il a voulu dire parfois. Et là, ce qui est très bizarre, c'est que les SMS qu'il envoie deviennent très clairs. Il y a de la ponctuation. Et encore pire, il y a même des emojis. Ça ne ressemble vraiment pas à David. Mais ce qui achève d'inquiéter les employés de David, c'est quand le week-end suivant, David manque un tournoi de pêche auquel il était inscrit. David, je vous le rappelle, est passionné de pêche, il ne raterait jamais un tournoi, et en plus de ça, il devait y participer en binôme. Or, son partenaire de pêche est obligé d'y aller seul puisque David ne se présente pas au tournoi. Et un employé qui passe chez lui pour voir si tout va bien constate que la maison est plongée dans le noir, que le garage est fermé alors que normalement David prépare justement son bateau dans le garage avec la porte ouverte. Donc là, vraiment, il se dit il n'a pas du tout l'intention de se rendre à ce tournoi, c'est très bizarre. Et puis la semaine suivante, les employés constatent que David n'est toujours pas revenu au travail, qu'ils n'ont toujours pas de nouvelles. Donc là, ils se disent que c'est vraiment bizarre puisque Loïs leur avait dit vendredi, il va chez le médecin, ensuite logiquement, il va revenir ou en tout cas, vous aurez des nouvelles. Or là, rien du tout. Et ils ont vu Loïs partir en direction de l'autoroute au volant du 4x4 de David. Donc là, vraiment, ils se disent qu'il y a quelque chose
de très bizarre et qu'il va falloir agir parce que c'est sûr que David a un problème. Donc ce sont les employés de David qui appellent le 911 en leur expliquant la situation et en demandant à ce que des policiers passent chez David pour vérifier tout simplement que tout va bien. Les policiers se rendent au domicile du couple et il faut savoir qu'en mars, à Blooming Prairie, il fait très froid. Il n'est même pas rare qu'il neige. D'ailleurs, à ce moment-là, il neige. Donc, en mars, les gens sont enfermés bien au chaud chez eux avec le chauffage. Or, quand ils font le tour de la maison, ils constatent que la fenêtre de la salle de bain est grande ouverte. Bon, peut-être que le couple a juste décidé d'aérer, mais ça leur semble quand même étrange. Donc, un des policiers passe sa lampe de poche par la fenêtre, il regarde, et là, il voit, sur le sol de la salle de bain, un drap ensanglanté qui semble recouvrir quelque chose qui ressemble à un corps humain. Les policiers pénètrent dans le logement qui est très propre et bien rangé, pas de signe de lutte ou quoi que ce soit, et ils s'approchent de la salle de bain et là, ils constatent que sous le drap, c'est bien le corps de David Reyes, corps en décomposition. David a été tué de 2 balles dans le dos, mais les policiers pensent qu'il a vu venir sa mort, puisqu'il a été blessé au niveau du poignet. Alors, la balle ne s'est pas logée dans son poignet, mais elle l'a comme éraflé en passant. Donc en fait, c'est comme s'il avait vu le tueur s'approcher de lui avec son pistolet et qu'il avait mis comme ça son poignet devant lui pour se protéger. Une première balle a touché son poignet, ensuite David s'est retourné pour s'échapper, pour se réfugier dans la salle de bain et le tueur lui a tiré 2 autres balles dans le dos, dont une qui lui a été fatale puisqu'elle s'est logée directement dans son cœur. Ensuite, le tueur a fermé la porte de la salle de bain, ouvert la fenêtre, mis un drap sur le corps et allumé le ventilateur dans le but bien évidemment de masquer l'odeur du corps, puisqu'il y a aussi le ventilateur en marche alors qu'il neige dehors. Donc ça semble évident que c'est par rapport à l'odeur du corps. Et je dis le tueur, mais bien évidemment ce que pensent les policiers, c'est qu'il s'agit plutôt d'une tueuse, puisqu'ils soupçonnent Loïs. Pourquoi Loïs ? Eh bien déjà parce que David a été tué dans leur maison, depuis déjà un moment, puisque son corps, je vous le rappelle, est en décomposition. Donc ça fait déjà au moins plusieurs jours. En fait, ensuite, ce sera estimé que ça fait 11 jours qu'il est mort au moment où la police arrive. Donc, il se doute que Loïs était au courant, puisque forcément, elle habite dans cette maison. Et puis, en plus de ça, elle est allée à l'entreprise de David pour dire il est malade, essayer de trouver comme ça une excuse pour que les gens ne le recherchent pas. Elle a été vue en train de fuir vers l'autoroute au volant de sa voiture. Et puis les policiers découvrent également qu'elle a volé un chéquier à l'entreprise de David et qu'elle a utilisé ces chèques qui sont donc reliés au compte de l'entreprise pour retirer une somme de 11 000 $. Somme qu'elle est vite allée jouer au casino. Il faut savoir que Loïs est surnommée Losing Loïs, puisque en plus d'être accro au jeu d'argent, elle ne fait que perdre. Donc Losing Loïs, Loïs la perdante en français, parce qu'elle n'arrête pas de perdre. Mais là, contre toute attente, la mort de son mari a l'air de lui avoir porté chance, puisqu'elle se met à gagner des sommes monstrueuses. Et la police estime donc qu'elle est partie dans la nature avec la somme de 30 000 $ en espèces. Après être allée au casino, les policiers retrouvent sa trace dans un magasin où elle s'est arrêtée pour demander sa route et elle semblait déterminée à aller vers le sud, mais à partir de là, les policiers perdent sa trace. Les médias s'emparent de l'affaire, la photo de David est placardée partout, ça passe aux informations télévisées et les proches de David et Loïs sont complètement choqués de découvrir qu'elle est soupçonnée de son meurtre. Je vous rappelle que pour leurs proches, c'était vraiment le couple parfait. Et puis en plus de ça, Loïs, c'est une petite dame, toute gentille, toute souriante, avec un physique plutôt avenant. On dirait vraiment une dame normale. Je veux dire, on la croiserait dans la rue, on pourrait tout à fait lui dire bonjour, lui faire un sourire. Enfin, c'est pas quelqu'un d'effrayant, c'est quelqu'un de très sympa, quelqu'un qui ne donne que de l'amour à ses proches. Donc l'imaginer en tueuse qui abat son mari dans la maison, c'est complètement dingue, personne n'arrive à réaliser. Et puis en plus de ça, détail bien glauque, je vous ai dit que David était mort depuis 11 jours au moment où la police est arrivée. Et pendant tout ce temps, Loïs, elle était dans la maison. Elle continuait à vivre dans la maison avec le corps de son mari en train de se décomposer dans la salle de bain.
Pour une raison qu'on ignore, Loïs se rend en Floride. Et elle se rend plus précisément dans la ville de Fort Myers Beach, une petite station balnéaire touristique très jolie avec des belles plages de sable blanc, de l'eau turquoise et des palmiers. Mais Loïs n'a pas vraiment d'attache là-bas ou quoi que ce soit, donc pourquoi elle s'est rendue là-bas, aucune idée. Elle connaît par contre une personne là-bas, une copine qui a des maisons de vacances dans cette ville. Et il se trouve que cette copine se trouve chez elle quand soudain, elle voit Loïs se garer dans sa rue et commencer à regarder un peu partout comme si elle cherchait quelque chose. Donc cette copine s'approche, elle fait semblant de ne pas l'avoir reconnue parce qu'elle a vu les infos, elle sait que Loïs est recherchée pour meurtre. Donc à ce moment-là, clairement, elle est plus en train de se dire « Ah super, ma copine est là ». Non, elle se dit « Oh mon Dieu, il y a une tueuse dans ma rue ». Donc elle s'approche de Loïs et elle lui dit comme ça innocemment bonjour madame, vous cherchez quelque chose ?» Et là, Loïs baisse la tête, comme si elle voulait pas qu'on la reconnaisse, comme pour dissimuler son visage. Elle se précipite dans sa voiture en disant « Non, non, c'est bon » et elle repart. La femme appelle directement la police en panique en leur disant « Écoutez, il y a une tueuse qui vient de s'arrêter chez moi, elle est recherchée, il faut absolument que vous veniez l'arrêter. » Mais les policiers lui disent « Écoutez, elle est recherchée dans le Minnesota, c'est pas à nous d'agir, faut appeler le Minnesota. » Donc elle appelle la police du Minnesota et là-bas on lui dit non. Si elle a été vue en Floride à Fort Myers Beach, ce sont les policiers locaux qui doivent l'arrêter. Nous on va pas se déplacer pour l'arrêter, faut agir vite donc c'est à eux de le faire. Donc elle rappelle la police locale en leur disant écoutez, le Minnesota m'a dit que c'était à vous d'agir et eux ils disent bon ok on va regarder. Donc ils tapent le nom de Loïs Ries pour voir pour quelle raison elle est recherchée exactement et là ils découvrent qu'elle est uniquement recherchée pour vol et pour faux et usage de faux. Le meurtre n'est pas indiqué. Donc en fait, ils se disent, mais en fait, elle n'est pas recherchée pour des faits très graves, cette femme. Donc on va pas s'embêter à aller la chercher partout dans le comté. Elle doit déjà être loin puisqu'elle a dû voir que cette femme l'avait reconnue. Donc logiquement, elle n'est pas restée dans les parages. Et puis en plus de ça, même si on arrivait à l'arrêter, est-ce qu'on va réussir à l'extrader dans le Minnesota si on commence à dire au procureur que c'est pour des faits de vol ? Il va nous dire, bon, laissez tomber, quoi, on va pas l'extrader pour ça. Donc, autant ne pas s'embêter et juste ne rien faire. Donc, il laisse Loïs tranquille. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'effectivement, les policiers du Minnesota ont décidé de ne pas noter qu'elle était recherchée pour meurtre. Tout simplement parce que s'ils l'avaient fait, eh bien, au moment où Loïs est retrouvée, il faut absolument très rapidement la mettre en garde à vue et ensuite le procès doit également avoir lieu assez rapidement. Or, ils n'ont pas assez d'éléments contre elle. Ils se doutent que c'est elle, mais ils n'ont pas beaucoup de preuves. Donc, pour eux, c'est plus judicieux de ne pas la rechercher pour meurtre et de l'inculper vraiment au moment où ils auront toutes les preuves. Donc, ils ont simplement indiqué qu'elle était recherchée car elle était un témoin clé dans une affaire de meurtre, mais pas un suspect. Ce qui change complètement les choses. Je comprends leur raisonnement, d'autant plus que Loïs, c'est pas quelqu'un qu'ils jugent dangereux. Ils imaginent que si effectivement elle a tué son mari, ça doit être plutôt une dispute qui a mal tourné, ou peut-être qu'elle a fait ça en état de légitime défense, mais on a beaucoup de mal à imaginer Loïs comme une espèce de tueuse sanguinaire. Donc ils se disent qu'elle ne représente pas vraiment un risque pour la société, elle va pas recommencer à aller tuer des gens comme ça de manière aléatoire. Donc autant la laisser dans la nature et l'arrêter quand on aura vraiment un dossier solide. Donc je peux comprendre qu'ils aient vu les choses de cette façon-là, mais clairement, ils ont commis une grave erreur et sous-estimé la dangerosité de mamie Loïs. Étrangement, Loïs reste à Fort Myers Beach. Peut-être qu'elle a pensé que son amie ne l'avait pas vraiment reconnue, peut-être qu'elle s'est pensée plus forte que la police, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle reste sur place. Et elle se comporte vraiment comme une touriste, elle se fond dans le paysage, elle fréquente les bars et les restaurants, elle discute un peu avec tout le monde. Et c'est dans cette ambiance qu'elle rencontre une femme qui s'appelle Pamela Hutchinson. Pamela est en train de dîner seule dans un restaurant, tout comme elle, donc elle l'aborde et les deux femmes se mettent à discuter pendant des heures et des heures. Elles s'entendent tellement bien que Pamela finit par proposer à Loïs de venir passer un petit peu de temps dans son hôtel où il y a un super jacuzzi sur le rooftop. Donc elle accepte. Je vous rappelle que Loïs est bavarde, sympa, sociable. Enfin bref, il n'y a pas du tout de raison de se méfier de cette femme. Donc Pamela
pense simplement avoir rencontré une super nouvelle amie et elle est super contente de pouvoir prolonger la soirée avec elle. Donc elle l'emmène effectivement à l'hôtel et après s'être baignée dans le jacuzzi, les femmes descendent dans la chambre de Pamela. Et Pamela propose à Loïs de rester dormir là. Alors, je précise que c'est une très grande chambre avec plusieurs lits. Il y a un lit double et un lit simple. Il y a également 2 salles de bain, une grande salle de bain et une salle de bain d'appoint. Donc, il n'était pas question qu'elles dorment dans le même lit et tout ça. Il n'y avait rien de romantique à ce moment-là. C'est vraiment juste un coup de foudre amical. Et puis, on ignore ce que Loïs a pu raconter à Pamela, mais elle a simplement pu lui dire qu'elle était un peu en galère de logement, qu'elle savait pas où dormir ce soir, qu'elle n'avait pas trouvé d'hôtel ou quelque chose comme ça. Et donc, peut-être que Pamela lui a dit « Écoute, moi j'ai une grande chambre. Autant que tu viennes dormir avec moi, y a un lit de disponible qui sert à personne, donc voilà, c'est possible. » C'est très généreux d'ailleurs de la part de Pamela. Mais c'est quand même assez étonnant de sa part parce que oui, Pamela c'est quelqu'un de gentil qui aime aider les autres, mais c'est quand même quelqu'un qui n'est pas du tout naïf. C'est une femme de 59 ans, c'est pas du tout une gamine, et puis c'est une femme qui a un poste à responsabilité, elle est directrice des ventes dans une concession automobile, elle a l'habitude de diriger une équipe, de prendre les choses en main, elle a du caractère, elle sait faire en sorte qu'on lui obéisse, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un de fort mentalement. On a quand même de la peine à imaginer qu'elle fasse rentrer n'importe qui chez elle. Donc vraiment, elle a dû avoir une confiance aveugle en Loïs à ce moment-là. Mais avant de revenir à leur cohabitation à l'hôtel, je vais vous parler un petit peu plus de Pamela, puisque Pamela, c'est quelqu'un de très intéressant. Elle a grandi dans une grande famille très aimante, avec des liens très forts entre tout le monde, et Pamela elle-même est très proche de tous les membres de sa famille. Elle prend des nouvelles très régulièrement des uns et des autres, elle essaie de les voir aussi régulièrement, elle tient énormément à avoir des liens proches avec sa famille, et elle est particulièrement proche de sa maman, avec qui elle a une relation vraiment très fusionnelle. Malheureusement, sa maman est décédée au moment des faits, mais Pamela l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Elle a été son aidante à la fin de sa vie. Et pour vous dire à quel point elle aime sa maman, elle ne se sépare jamais d'une petite peluche. Je vais vous la montrer en photo, une peluche avec 2 singes qui s'embrassent. C'est une peluche que sa maman lui avait offert quand elle était petite. Et Pamela la trimballe partout avec elle, même en voyage. Donc là, pour le coup, à Fort Myers Beach, elle a emmené cette petite peluche. Pamela s'est mariée à l'âge de 30 ans à un homme qui s'appelle James, avec qui elle n'a jamais eu d'enfant par choix. Malgré tout, elle aime quand même les enfants. Elle chouchoute énormément ses neveux et nièces, ainsi que les enfants de ses amis. Elle est ce qu'on appelle en anglais une cool aunt. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais en gros, c'est la tata cool. La tata qui certes, n'a pas d'enfant, mais qui est toujours là pour chouchouter les neveux, les nièces, les enfants de la famille, qui est toujours en voyage, qui ramène des souvenirs de ses voyages, etc. Vous voyez le genre de tata, c'est exactement Pamela. Cependant, en 2013, à la mort de sa maman, Pamela sombre dans une profonde déprime. Elle se met à beaucoup réfléchir sur le sens de la vie, sur sa vie, elle remet tout en question et elle décide de changer complètement de direction pour retrouver le sourire. Elle commence par quitter son mari, James, et ensuite elle déménage. Elle s'installe sur la côte en Floride et là, elle retrouve enfin le sourire puisqu'elle peut s'adonner à ses passions qui sont la pêche et la plongée sous-marine. Elle aime tout ce qui est activité nautique, elle aime aussi se balader en bateau, elle est à la plage, c'est vraiment des choses qui lui font du bien, qui la rendent heureuse et c'est ainsi qu'elle arrive finalement toute seule à s'en sortir sans l'aide d'un psy, juste en quittant son mari et en déménageant. Donc on est vraiment sur une femme très forte, puis aussi très heureuse, très digne, qui croque la vie à pleines dents et qui prend soin des autres. Mais le 5 avril 2018, elle fait une erreur qui va lui être fatale en invitant dans sa chambre d'hôtel une quasi-inconnue, une femme qu'elle a rencontrée seulement quelques heures plus tôt. À partir du jeudi 5 avril, plus personne n'a de nouvelles de Pamela Hutchinson. Elle ne répond plus à ses proches. Et c'est le moment finalement où Loïs l'a rejointe dans sa chambre. Il y a un appel qui a été passé à la réception de l'hôtel. Une femme au téléphone, disant être Pamela, a demandé à la réceptionniste à prolonger son séjour en expliquant qu'elle se sentait bien à Fort Myers Beach et qu'elle ne repartirait que le dimanche. Mais cet appel a en réalité été passé par Loïs.
En effet, Pamela avait prévu d'être rentrée avant le week-end puisqu'elle devait accueillir chez elle ce week-end-là sa cousine à qui elle avait proposé elle-même de venir chez elle pour passer des vacances au bord de la mer. Donc sa cousine se réjouissait de venir passer ces vacances-là. Pamela savait qu'elle devait être rentrée pour l'accueillir, pour préparer la maison, etc. Or, sa cousine, en arrivant le week-end, a trouvé porte close. Le lundi 9 avril, l'eau est coupée dans l'hôtel. Les clients n'ont plus d'eau. Donc, la réceptionniste décide de faire le tour des chambres pour demander finalement aux clients s'ils ont de l'eau et voir d'où le problème vient pour après pouvoir en informer les techniciens. Donc, elle toque aux chambres, elle demande aux clients « Bonjour, est-ce que vous pouvez essayer d'ouvrir le robinet ?» etc. Et puis, elle arrive finalement à la chambre de Pamela. Mais elle sait que cette chambre est censée être inoccupée puisque Pamela lui a dit repartir le dimanche et là, on est le lundi. Donc, elle toque par principe, mais ensuite, elle ouvre directement la porte et là, elle est choquée. Déjà parce qu'elle voit que les affaires de Pamela sont encore là. Elle voit des chaussures au sol, elle voit un sac à main, elle voit des vêtements. Elle se dit « Ok, c'est bizarre, je croyais qu'elle était partie. » Donc elle appelle « Madame, vous êtes là ?» Pas de réponse. Ok. Et elle sent une odeur vraiment immonde. Elle s'approche de la salle de bain en se disant « Bon, je vais aller moi-même vérifier s'il y a de l'eau. » Donc elle va pour ouvrir la porte et elle voit qu'il y a quelque chose qui bloque derrière la porte. Elle n'arrive pas à ouvrir. Et ça, en plus de l'odeur, elle comprend plus ou moins ce qui s'est passé. Elle a un très mauvais pressentiment. Elle sort immédiatement de la chambre. Elle a trop peur pour regarder elle-même. Donc elle va chercher des collègues masculins. Elle leur dit « Est-ce que vous pouvez y aller ?» Parce que, ok, c'est bizarre. Il y a l'air d'avoir quelque chose dans la salle de bain. Je me demande si c'est pas la cliente qui est derrière la porte. Donc les hommes y vont. Ils ouvrent la porte, ils forcent pour ouvrir la porte de la salle de bain et ils découvrent effectivement, allongée au sol, Pamela Hutchinson, morte. Il y a du sang et elle est recouverte d'une serviette. Lois a procédé comme pour David Ries puisqu'elle a également essayé finalement d'empêcher l'odeur de se répandre dans la chambre et dans l'hôtel, déjà en recouvrant le corps d'une serviette et puis ensuite en mettant aussi une serviette en bas de la porte pour que l'odeur ne passe pas sous la porte. Et tout comme David également, elle a été abattue de plusieurs balles dans le dos. Bon, je vous rappelle qu'à ce stade, les policiers ne savent pas du tout que Lois se trouve toujours dans les parages et en plus de ça, ils pensent qu'elle est uniquement recherchée pour vol. Donc ils ne pensent pas du tout à chercher de ce côté-là et ils se concentrent plutôt sur la vie privée de Pamela puisque, en général, les meurtres sont commis par des proches. Donc ils commencent un peu à regarder dans sa vie, dans son entourage et quand ils voient qu'elle est divorcée depuis quelques années et que le divorce s'est très mal passé, elle a mis 3 ans à réussir à divorcer de son mari parce qu'il lui faisait la misère. Donc forcément, il regarde en premier de ce côté-là, mais il a un alibi. Ensuite, il regarde du côté des proches de Pamela qui étaient sur place, donc les amis de Pamela, puisqu'elle connaît des gens à Fort Myers Beach. Et en plus, elle s'était rendue là pour rejoindre une amie qui avait décidé de déverser les cendres de son défunt mari à Fort Myers Beach. Donc Pamela avait proposé de venir la rejoindre afin de lui servir de soutien émotionnel. Et du coup, les policiers interroge un peu tous les amis de Pamela pour voir s'ils savent ce qui s'est passé, où est-ce qu'ils étaient ce soir-là. Et personne n'est au courant de rien. Donc ensuite, ils se concentrent plutôt sur les preuves retrouvées dans la chambre et ils se disent qu'il doit s'agir d'un crime crapuleux puisqu'il y a des affaires appartenant à Pamela qui ont disparu. Et ces affaires sont des affaires très précises puisqu'il s'agit alors de ses lunettes de soleil, ça c'est un détail, mais également de ses cartes bancaires et de ses documents d'identité. Or, quand les policiers regardent les caméras de surveillance de l'hôtel, heureusement l'hôtel est doté de très bonnes caméras de surveillance, ils voient que Pamela est rentrée le jeudi à l'hôtel accompagnée d'une femme qui lui ressemble. Les 2 femmes sont vues en train de se rendre au jacuzzi, elles redescendent vers la chambre et ensuite Pamela ne réapparaît plus jamais sur les caméras de surveillance. Par contre, l'autre femme, oui. Et on la voit à un moment donné s'arrêter au-dessus d'un balcon, au-dessus d'une rambarde, et elle a l'air comme en état de choc. Elle se met à prendre de grandes respirations comme ça, puis on a l'impression qu'elle est en train de pleurer. Donc les policiers estiment qu'elle venait de commettre le meurtre. Bien sûr, cette femme, c'est Lois Ries. Vous le savez, mais les policiers, eux, ne le savaient pas à ce moment-là. Mais ils ne tardent pas à le découvrir, puisqu'ils découvrent, à quelques kilomètres de là, une voiture abandonnée.
Donc ils se disent que c'est peut-être lié puisque la voiture de Pamela a disparu. Donc forcément, la tueuse a peut-être abandonné sa voiture. Donc ça pourrait coller. Ils voient que la plaque est une plaque du Minnesota, donc ils appellent les policiers du Minnesota. Et là, les policiers rentrent la plaque dans leur fichier et leur disent « Oui, c'est une voiture qu'on recherche, puisque cette voiture appartient à un homme qui a été assassiné chez nous. » Donc là, forcément, les policiers de Floride font le rapprochement. Après le meurtre de Pamela, Lois est restée quelques jours dans la chambre d'hôtel. En fait, pareil qu'avec David, elle est restée en compagnie du cadavre, vivre là quelques jours. C'est absolument atroce et ils le savent puisqu'ils voient que les draps du lit sont défaits, que la salle de bain d'appoint a été utilisée, les serviettes ont été utilisées, donc c'est sûr que c'est Lois. Et la théorie de la police concernant le mobile de Lois, c'est simplement qu'elle voulait lui voler son identité pour faciliter sa cavale. Lois et Pamela, vous avez dû le remarquer, se ressemblent pas mal physiquement, elles sont dans la même tranche d'âge et elle lui a piqué ses documents d'identité, donc ça semble logique. Et comment est-ce que Pamela a été tuée ? Eh bien, on pense qu'elle n'a pas vu la mort venir puisqu'elle a été abattue dans le dos alors qu'elle se trouvait devant le miroir de la salle de bain. Donc elle était probablement en train de se brosser les dents ou les cheveux, se préparer à aller dormir quand Lois est arrivée derrière elle avec son pistolet et l'a abattue. Détail glauque également, le pistolet utilisé pour tuer Pamela est exactement le même que celui qui a servi à tuer David. Donc Lois est partie avec ce pistolet. Mais au moment où les policiers arrivent dans la chambre d'hôtel et découvrent le corps de Pamela, eh bien Lois est partie, Lois est déjà loin, elle ne se trouve plus du tout sur place et elle s'est en fait réfugiée au Texas, sur une île qui s'appelle l'île de South Padre et qui là encore est une destination de rêve avec de magnifiques plages. C'est d'ailleurs considéré comme l'île qui a les plus belles plages du Texas. Et cette île se situant à proximité du Mexique, on aurait pu penser que Lois avait pour projet de fuir vers le Mexique, mais probablement pas puisqu'elle a évoqué à plusieurs reprises l'idée avec les locaux de s'installer définitivement sur place. Elle leur a dit qu'elle cherchait un logement à South Padre. Lois a réussi à se faire une petite place dans cette station balnéaire. Elle a même ses petites habitudes sur place. Le matin, elle prend son petit déjeuner au motel. Ensuite, elle se balade sur la plage. Et puis, en fin d'après-midi, elle traîne au bord d'une piscine en sirotant des cocktails et en discutant un peu avec le personnel du bar ou avec les clients. Elle traîne un peu toujours dans les mêmes bars et restaurants. Elle est devenue une habituée. Elle s'est fait carrément des amis. Elle n'hésite pas même à flirter avec des hommes. Et vraiment, elle a l'air joyeuse, heureuse, toujours souriante, toujours apprêtée, elle a toujours un chapeau assorti à sa tenue, enfin vous voyez, elle n'a pas l'air d'être traumatisée par ce qu'elle vient de faire quoi. Personne ne se doute de qui elle est vraiment, et pourtant, depuis le meurtre de Pamela, l'affaire a gagné encore en ampleur dans les médias. Vraiment, la tête de Lois est sur tous les écrans, il y a des affiches qui sont placardées un peu partout. On ne parle que de cette affaire, ça passionne tout le monde, puisque voilà, encore une fois, on est sur une mamie toute mignonne qui s'est mise à tuer 2 personnes sans qu'on sache vraiment pourquoi, c'est complètement dingue. Elle a d'ailleurs, comme tous les grands criminels, un surnom de tueuse qui est la mamie tueuse. Mais bon, étrangement, à South Padre, elle arrive à passer inaperçue, personne ne la reconnaît, elle se fond dans le décor et elle fait comme ça connaissance un peu avec tout le monde. Pourtant, je précise que Lois n'a rien fait pour modifier son apparence physique. Elle aurait pu se couper les cheveux, les teindre, changer de style vestimentaire, mais rien de tout ça. Elle est restée elle-même. Elle utilise quand même les documents d'identité de Pamela quand c'est nécessaire. Par contre, quand les gens lui demandent comment elle s'appelle, eh bien, elle répond qu'elle s'appelle La Donna. En 2 mots, genre La Donna. Et les gens lui répondent « Ah, c'est original comme nom », donc elle dit « Oui, mais vous avez qu'à juste m'appeler Donna ». Et Donna, je vous rappelle, c'est le prénom de sa maman, qui est décédée dans un hôpital psychiatrique. Donc pourquoi elle a pris ce prénom en particulier, je ne sais pas, mais en tout cas, elle dit s'appeler Donna. Et un soir, alors que Lois est attablée tranquillement à la table d'un restaurant en train de déguster son dîner, elle repère une femme qui, elle aussi, dîne seule. Donc Lois, avec sa sympathie légendaire, s'approche de cette femme et lui fait une petite blague en lui disant « Ah bah tiens, on est toutes les deux des femmes seules en train de dîner.
Est-ce que ça te dirait que je me joigne à toi puis qu'on discute un peu ?» Donc la femme est toute contente, elle lui dit « Oui, pas de souci. » C'est encore une femme qui est dans la tranche d'âge de Loïs, puis Loïs, encore une fois, elle a l'air tellement sympa que cette femme est toute contente d'avoir quelqu'un avec qui discuter ce soir-là. Donc elles se mettent à parler, à se raconter leur vie. Le courant passe hyper bien. Elles discutent comme si elles se connaissaient depuis toujours. Et forcément, quand on discute avec les gens, ils vous posent des questions sur votre vie, qu'est-ce que vous faites là seule, etc. Donc Loïs a une histoire qu'elle raconte à tout le monde depuis qu'elle est au Texas. Elle dit qu'elle est récemment veuve et qu'elle s'est réfugiée à South Padre parce qu'elle n'arrivait pas à faire son deuil correctement dans son état d'origine. Elle dit soit qu'elle vient du Minnesota, soit de la Floride, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, elle dit qu'elle n'arrivait pas à faire son deuil parce que ses proches étaient un peu oppressants, qu'elle se sentait pas bien, donc elle a préféré se réfugier là. Et elle a envie finalement de repartir de zéro et de s'acheter une maison à South Padre et de faire sa vie ici. Donc finalement, elle est venue là en repérage. Elle va regarder un petit peu les biens immobiliers et se renseigner, voir si la vie sur place lui plaît, etc. Donc c'est ce qu'elle raconte aux gens. Il y a juste au personnel du motel qu'elle a donné une autre version, puisqu'elle a expliqué qu'elle était en fuite pour échapper à son ex violent. Et en fait, pourquoi elle leur a dit ça ? Parce qu'elle veut cacher la voiture. Puisque la voiture qu'elle conduit est la voiture de Pamela, une voiture recherchée par la police. Donc elle a demandé au personnel si elle pouvait garer la voiture cachée sur le parking arrière qui est réservé au personnel. Donc ils ont dit ok, pas de souci. Et du coup, elle a été obligée de leur trouver une excuse pour ça. Mais c'est vraiment les seuls à qui elle dit ça. Toutes les autres personnes, elle se dit veuve. C'est cette version-là également qu'elle donne à Bernadette et ça les rapproche énormément puisque Bernadette elle-même est veuve aussi. Donc elle a vraiment l'impression de se voir en Loïs, elle voit quelqu'un qui lui ressemble et finalement à force de discuter avec elle, elle a l'impression d'avoir trouvé sa nouvelle meilleure amie. Vous savez qu'en tant qu'adulte, c'est quand même plus dur de se faire des amis, c'est quand même rare de passer comme ça une soirée à discuter avec une inconnue pendant des heures et à créer des liens, à découvrir qu'on a plein de points communs. Donc forcément, vous imaginez bien que Bernadette est ravie, elle se dit « mais c'est trop bien, en plus elle va venir s'installer dans le coin, je vais avoir une nouvelle copine ». Donc en fin de soirée, elle propose à Loïs de la raccompagner à son motel et arrivée sur place, elle lui dit « ok, j'aimerais trop qu'on se revoie ». Loïs lui dit « mais moi aussi, il faut qu'on se refasse un truc » et elles échangent leurs numéros. Elles se revoient effectivement, elles passent de nouveau une soirée ensemble et au cours de la soirée, Bernadette demande à Loïs comment est mort son mari. Et Loïs lui dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Mais bien sûr. Et puis ensuite, au cours de la soirée, Loïs se confie sur le fait qu'elle n'est pas sûre que South Padre soit fait pour elle, elle n'est pas sûre que les logements sur place lui conviennent, etc. Donc Bernadette lui dit qu'elle vient d'une petite ville qui est juste à côté et elle lui propose de venir voir. Elle lui dit « écoute, si tu veux, je t'emmène dans mon quartier, tu peux venir passer la soirée et même la nuit si tu veux chez moi, comme ça on continue la soirée tranquillement, et puis je te montre un peu le quartier, tu verras si ça te plaît. » Donc Loïs accepte de bon cœur et elle se rend effectivement chez Bernadette. Les deux femmes passent la soirée dans le jacuzzi de Bernadette. Ça doit vous rappeler quelque chose, hein. On est vraiment sur le même schéma qu'avec Pamela, c'est complètement dingue avec cette soirée dans le jacuzzi. Donc elles passent leur soirée dans le jacuzzi. Mais rassurez-vous, Bernadette est toujours en vie aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de leur discussion dans le jacuzzi, Bernadette se met à parler au cours de la discussion, comme ça le sujet vient sur le tapis, elle se met à parler de ses caméras de surveillance. Elle explique à Loïs qu'elle a de nombreuses caméras de surveillance dans sa maison qui sont de très bonne qualité et que ces caméras ont d'ailleurs déjà servi à arrêter des cambrioleurs et que les policiers étaient contents d'avoir les enregistrements pour pouvoir les arrêter. Et à ce moment-là, Loïs pose encore quelques questions sur les caméras et le soir, elle va se coucher. Le lendemain, Bernadette la ramène à son motel. Enfin, finalement, voilà, tout s'est bien passé. Mais c'est probablement parce qu'elle lui a parlé des caméras. Parce que c'est quand même bizarre à quel point c'est exactement comme Pamela. Après cette soirée, Bernadette n'a jamais revu Loïs, mais elles avaient quand même l'intention de se revoir, juste ça ne s'est pas fait. Elles s'envoyaient des SMS quand même et tout ça. Et puis un soir, elles avaient prévu de dîner ensemble, mais Bernadette a cessé d'avoir des nouvelles de Loïs. Donc elle a trouvé ça trop bizarre, elle s'est mise à l'appeler sur son téléphone, et là elle est tombée sur son répondeur, et elle a eu la surprise d'entendre « Vous êtes bien sur le répondeur de Stormy Liberty ». Elle s'est dit mais c'est quoi ce nom ? Elle m'a dit qu'elle s'appelait Donna, mais bon, elle en a pas pensé grand-chose. Voilà, elle s'est pas plus inquiétée que ça. Elle s'est quand même rendue au restaurant en se disant peut-être qu'elle va être là, mais Loïs ne s'est jamais présenté au restaurant. Et pourquoi ça ?
Eh bien tout simplement parce qu'un événement inattendu l'en a empêché. Le 19 avril 2018, Loïs se rend dans un nouveau restaurant dans lequel elle n'était jamais allée auparavant, un restaurant de fruits de mer qui s'appelle le Dirty House. Elle arrive, elle demande si elle peut s'asseoir au bar, mais le patron qui l'accueille lui répond qu'ils n'ont plus de bar, ils en avaient un il y a quelques années, mais maintenant ils ne font que du service à table. Donc Loïs répond qu'elle cherche vraiment à s'asseoir au bar, à boire un verre, donc ça ne l'intéresse pas. Elle s'en va et elle se rend dans un autre restaurant qui s'appelle le Sea Ranch. Mais manque de chance pour Loïs, le patron du Dirty House est extrêmement physionomiste. Et il a immédiatement reconnu Loïs. Il s'est dit, cette femme, je la connais de quelque part. Il a réfléchi un peu, puis s'est dit, mais c'est cette femme que j'ai vue aux infos qui est recherchée pour 2 meurtres. Donc il montre la photo à ses employés en leur disant, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils lui disent tous, mais non, c'était pas elle. Mais il décide de faire confiance à son instinct et il appelle la police. Loïs se trouve donc dans le restaurant Sea Ranch. Elle est accoudée tranquillement au bar, en train de déguster un petit verre de Riesling, quand 2 inspecteurs arrivent derrière elle. Ils l'attrapent chacun par un bras et lui disent « Suivez-nous immédiatement et ne faites rien de stupide ». Et Loïs se laisse arrêter. Loïs est étrangement calme, comme si elle n'avait pas d'émotion, comme si elle était un peu déconnectée de la réalité. Et en interrogatoire, elle ne répond pas aux questions des enquêteurs puisqu'elle demande immédiatement à avoir un avocat. Donc les policiers n'auront pas obtenu d'explication de sa part lors de l'interrogatoire. Bon, Loïs est forcément inculpée pour les 2 meurtres au premier degré, et elle part en prison en attente de son procès, puis elle est jugée en premier pour le meurtre de Pamela en Floride. Et c'est un procès plutôt rapide puisqu'elle plaide coupable, donc vous savez que quand quelqu'un plaide coupable, il n'y a pas besoin de prouver sa culpabilité, donc forcément le procès est beaucoup plus rapide, on n'a pas besoin d'exposer les preuves, etc. On va juste passer à la peine de la personne. Loïs, lors de ce procès, ne s'exprime pas, elle ne témoigne pas, elle ne présente pas ses excuses, rien du tout, il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche, et à l'issue du procès, elle est condamnée à une peine de prison à vie, sans possibilité de libération et également sans possibilité de faire appel. Donc c'est-à-dire qu'elle passera le restant de sa vie jusqu'à sa mort derrière les barreaux, c'est sûr et certain. Et elle aurait même pu avoir la peine de mort, mais comme elle a plaidé coupable, elle a fait un arrangement avec la justice. En plaidant coupable, il lui retirait la possibilité d'avoir la peine de mort. Elle est ensuite extradée au Minnesota pour le meurtre de son mari David. Et là, c'est un peu différent, elle plaide coupable également, mais cette fois, elle s'exprime. Elle présente ses excuses, elle dit avoir énormément de remords et elle s'adresse aux proches de David en leur disant qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Et elle va également donner une version des faits. Alors, une version des faits qui n'a convaincu quasiment personne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais elle raconte qu'en fait, le jour du meurtre, ce qu'il s'est passé, c'est qu'avec David, ils s'étaient rendus à 2 heures de route pour aller voir leur fils aîné jouer un match de lacrosse. Et le trajet s'était déroulé dans le silence le plus total, puisque à ce moment-là, les tensions avec David étaient vraiment à leur paroxysme. Donc vraiment un trajet très tendu dans le silence, ils arrivent sur place, ils commencent à regarder le match, et puis là, David lui dit au bout de seulement 15 minutes sur place, « Viens, on s'en va ». Donc Loïs obéit, de toute façon ils ne sont venus qu'à une voiture, donc elle n'a pas le choix de rentrer avec lui. Le trajet retour se déroule à nouveau dans le silence avec cette ambiance tendue. Et puis une fois arrivé à la maison, David lui tend un pistolet. Il faut savoir que ce pistolet, c'est le pistolet du père de Loïs que David avait récupéré à la mort de celui-ci. Et Loïs dit qu'elle savait même pas qu'il avait ce pistolet. Mais bref, il le sort d'une commode, il le tend à Loïs et lui dit « Vas-y, donne-toi la mort avec, et cette fois-ci ne te rate pas ». Et Loïs dit qu'elle a pris le pistolet effectivement, mais qu'au lieu de se donner la mort, au lieu de se tirer dessus à elle-même, elle a tiré sur David. Donc c'est une version quand même assez bizarre puisqu'il a été retrouvé dans la salle de bain. Donc qu'est-ce qu'il aurait fait dans la salle de bain, lui dire de se donner la mort dans la salle de bain. Enfin, pour moi, si cette histoire était vraie, il lui aurait tendu le pistolet, je sais pas, dans la pièce à vivre, dans le salon, à la rigueur dans la chambre, mais dans la salle de bain, ça me paraît vraiment bizarre
parce que le pistolet n'était pas du tout rangé à cet endroit-là. Mais bon, pourquoi pas? De toute façon, il n'y a aucune preuve, donc on ne sait pas, c'est vraiment la parole de Loïs, et après, soit les gens y croient, soit ils n'y croient pas. Mais dans tous les cas, c'est pas de la légitime défense, puisque David n'était pas agressif envers elle ou quoi que ce soit, et que c'est elle qui avait le pistolet en main, donc elle aurait juste pu quitter la maison, se réfugier chez une amie, ou j'en sais rien. Il y avait vraiment pas besoin de lui tirer dessus, quoi. Mais bon, à l'issue du procès, là encore, Loïs prend une peine de prison à vie sans possibilité de libération, puisque là encore, il y a eu un arrangement avec la justice, elle plaide coupable, elle n'a pas la peine de mort. Donc ça lui fait 2 peines de prison à vie sans possibilité de libération. Une seule était suffisante pour qu'elle ne sorte jamais de prison, mais il y en a 2, donc c'est encore plus safe. On est sûr et certain qu'elle va rester derrière les barreaux et qu'elle ne fera plus jamais aucune victime. Mais avant de terminer cette vidéo, j'ai quand même envie de discuter avec vous du pourquoi, du comment, puisqu'il y a bien sûr une question qui demeure dans cette affaire, c'est pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Je vous rappelle que Loïs, c'est une femme, une maman, une mamie, gentille, sympa, agréable, en tout cas à la base, avant de commettre des meurtres. Tout le monde l'aimait, tout allait bien dans sa vie, enfin à part cette addiction bien sûr, mais en dehors de ça, voilà, elle avait des amis, elle avait des enfants, des petits-enfants qu'elle adorait. Enfin bref, à part ce problème d'addiction, sa vie était quand même plutôt agréable, tout le monde l'aimait, elle était tout le temps gentille, et d'un coup elle se met à tuer des gens, et si elle avait tué également Bernadette, parce que Bernadette est persuadée qu'elle était la prochaine victime, s'il n'y avait pas eu les caméras chez elle, ou si elle n'avait pas été arrêtée, elle aurait peut-être trouvé un moyen de la tuer. Donc si elle avait tué Bernadette, elle serait devenue une tueuse en série. Une tueuse en série alors qu'elle n'en a absolument pas le profil. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors les premières années, c'était complètement impossible d'obtenir des réponses de la part de Loïs, puisqu'à chaque fois que quelqu'un évoquait avec elle le sujet des meurtres, elle se mettait à pleurer à chaudes larmes, elle était incapable de prononcer le moindre mot tellement elle sanglotait, donc impossible de savoir. Et puis petit à petit, elle a réussi à s'ouvrir et elle a commencé à évoquer des problèmes de santé mentale. Je vous rappelle qu'elle vient d'une famille dans laquelle il y a des problèmes de santé mentale, sa mère était schizophrène et bipolaire, et les problèmes de santé mentale sont malheureusement héréditaires. Vous avez plus de risques d'avoir des problèmes de santé mentale ou des problèmes d'addiction aussi, si quelqu'un dans votre famille en avait. D'autant plus quand il s'agit d'un parent. Et d'ailleurs, je vous ai dit que dans sa famille, tout le monde avait eu un peu une vie compliquée. On a vu que Kim avait développé les mêmes maladies que sa mère. Mais on a aussi, par exemple, sa sœur Cindy, qui elle aussi est partie complètement en live. Un jour, son fils est rentré ivre à la maison et elle était tellement énervée qu'elle lui a roulé dessus avec sa voiture. Oui, vous avez bien entendu, elle lui a roulé dessus avec sa voiture. Son fils a été laissé gravement blessé et en fait, elle a eu peur de partir en prison, donc elle s'est donné la mort. Et elle aussi avait du coup probablement des problèmes de santé mentale pour faire un truc pareil. Et il y a beaucoup de violence aussi, puisque même les neveux et nièces de Loïs, il y en a qui ont fait de la prison, qui sont partis dans des délires, enfin bref. Et du coup, Loïs prétend que comme ses frères et sœurs avant elle, comme sa maman, elle a pété un câble. Il y a un boulon qu'a lâché dans la tête, il y a un truc qui n'allait pas. D'un coup, elle est devenue une autre personne. Ça a explosé, c'est l'accumulation de tout ça qui a fait comme une cocotte minute, ça a pété. Et elle est devenue complètement tarée, elle s'est mise à faire n'importe quoi. Elle dit qu'elle est vraiment dans le flou par rapport à ce qui s'est passé, qu'elle a plein de trous de mémoire. Elle n'arrive pas à expliquer comment ça a pu arriver, comment elle a fait ça. Elle ne sait pas, surtout concernant Pamela, parce que vous verrez ensuite qu'elle a quand même une explication concernant son mari, David, mais que concernant Pamela, elle dit « mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à expliquer » pourquoi j'ai tué cette femme, sachant que c'était une femme gentille, sympa, avec laquelle j'étais devenue amie. Pourquoi est-ce que je l'ai tuée? Je ne sais pas. La seule explication que je peux donner, c'est que j'avais un souci de santé mentale. Que j'étais pas dans mon état normal du tout. Et elle dit même que si elle n'avait pas plaidé coupable, elle est persuadée qu'elle n'aurait pas pu être jugée et qu'elle aurait dû être envoyée en hôpital psychiatrique. C'est sûr. Puisque si elle avait plaidé non coupable, elle aurait été vue par un psy, mais quand on plaide coupable, on n'est pas vu par un psy. Mais du coup, elle dit qu'elle a plaidé coupable justement pour éviter cette analyse psychiatrique, parce qu'elle avait peur d'aller en hôpital psychiatrique. Elle a vu sa mère y aller, mourir là-bas, et ça la terrifiait, elle préférait encore aller en prison. Petit à petit, Loïs s'est mise à s'ouvrir encore plus sur les raisons qui l'ont poussée à tuer Pamela et David, mais en fait surtout David, et elle a expliqué qu'elle vivait un enfer avec David. Elle a expliqué qu'il était violent psychologiquement et ensuite, plus tard dans leur relation, vers la fin de leur relation, les années avant sa mort, il serait devenu violent physiquement.
Elle explique que David était très contrôlant, qu'il passait son temps à lui hurler dessus, qu'il lui disait qu'elle était moche, qu'elle était grosse, il l'insultait, il la rabaissait, et parfois il lui arrivait d'avoir des gros coups de colère, et lors de ces gros coups de colère, il lançait des objets à travers la pièce. Elle dit que c'était sa spécialité de lancer des choses. Et il prenait exprès des objets auxquels Loïs tenait pour les abîmer ou les casser. Il allait par exemple prendre une photo qui avait une valeur sentimentale pour elle et il allait la déchirer et la jeter. Donc vraiment, elle vivait un enfer, vraiment horrible. Elle dit qu'elle ne se voyait pas divorcer de David parce qu'elle a été élevée par une famille dans laquelle on lui disait que le divorce n'était pas une option, fallait régler les problèmes. Elle a vu son père qui était en couple avec sa mère et qui ne l'a jamais quitté malgré l'état de sa mère. Donc elle s'est dit qu'elle, en fait c'est même pas qu'elle s'est dit, elle a même pas imaginé une seule seconde quitter David parce que pour elle c'était pas imaginable quoi. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte. Et forcément, en entendant cette version des faits, on peut avoir tendance à avoir pitié d'elle et de se dire ok, elle a vécu l'enfer, vraiment son mari c'était une ordure. On peut comprendre qu'elle ait fini par péter un câble après des dizaines d'années à vivre comme ça. Mais le truc, c'est qu'elle est la seule et unique personne à avoir vu ce côté-là de David. Bon, bien sûr, quand les hommes sont violents envers leurs femmes, ils vont pas le crier sous tous les toits. Parfois, ça se voit, mais bien souvent, ça ne se voit pas. Hein. Ils vont le faire à l'abri des regards et ils vont mettre un masque quand ils vont être en compagnie d'autres personnes pour paraître sympathiques. Donc c'est possible que ça se soit passé sans que personne ne voit rien. Mais là, quand je vous dis que personne n'a rien vu, c'est vraiment personne. Je parle des proches, même de la famille. Tout le monde dit, on n'a jamais vu David avoir ce genre de comportement. C'était quelqu'un, comme je vous l'ai décrit, de joyeux, rigolo, toujours le sourire, vraiment pas quelqu'un du genre à s'énerver. Il était capable d'avoir du caractère au travail, mais ça restait dans le respect, vous voyez. Donc là encore, c'est vraiment la parole des uns contre la parole des autres. En tout cas, toutes les personnes de la famille de Loïs et David pensent qu'elle ment et que David n'a pas du tout été l'homme qu'elle décrit. Mais bon, voilà, c'est possible qu'il y ait des choses qui se soient passées sans qu'on le sache. En tout cas, il y a juste eu la fois où je vous ai dit que David s'était confié à un ami en lui disant « Je regrette d'avoir sauvé la vie de ma femme ». C'est des paroles quand même très violentes, mais ça pouvait être sous le coup de la colère puisqu'on sait qu'il vivait lui aussi l'enfer avec l'addiction de Loïs. Certes, c'est pas de sa faute si elle a une addiction, mais c'est quand même très très dur de vivre avec quelqu'un qui a une addiction et qui vous pourrit la vie. Donc il a pu prononcer ces paroles sans vraiment les penser. En tout cas, ça prouve qu'il y avait de grosses tensions dans le couple, mais ça ne prouve pas forcément qu'il a violenté Loïs pendant toute leur relation. En tout cas, aux yeux de la police et de la justice, Loïs ment, c'est simplement une tueuse froide et calculatrice qui a tué son mari pour lui voler son argent, pour échapper à ses responsabilités, puisqu'elle devait de l'argent à sa sœur, pour échapper à ses dettes et pour refaire sa vie. Ça arrive très souvent que les gens ayant une addiction au jeu d'argent sombrent dans la dépression et aient envie d'attenter à leur propre vie, puisque c'est une addiction qui est particulièrement honteuse pour ces personnes, puisque quand on est accro à autre chose comme la drogue ou l'alcool par exemple, on va pouvoir se trouver une excuse en se disant c'est la substance qui me rend ainsi, ce n'est pas moi. Mais quand on est addict au jeu d'argent, il n'y a pas de substances qui viennent altérer finalement les facultés mentales, donc la personne a beaucoup plus de mal à faire accepter cette addiction à son entourage et elle se sent honteuse puisque c'est une addiction qui va vraiment faire beaucoup de mal à l'entourage, puisqu'on va pouvoir endetter ses proches, etc., comme l'a fait Loïs. Mais c'est quand même très rare que la personne, au lieu de s'en prendre à elle-même, s'en prenne aux autres, tue d'autres gens. Donc ça, c'est vraiment très très rare, mais finalement, c'est l'hypothèse des policiers, du juge, etc. Ce serait que Loïs aurait fait ça pour échapper aux conséquences de son addiction. Dans tous les cas, cette histoire de violence conjugale, ça peut expliquer le meurtre de David, mais pas celui de Pamela. Et cette histoire comme quoi elle aurait eu des problèmes de santé mentale et aurait pété un câble, alors pourquoi pas, mais quand elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a tué Pamela et qu'elle était dans un état second, là encore les policiers n'y croient pas une seule seconde, puisque je vous rappelle qu'elle a quand même bien planifié les choses, elle s'est rapprochée d'elle, elle l'a manipulée, ensuite elle a fait attention à mettre des choses en place pour que l'odeur du corps ne s'échappe pas, elle lui vole ses documents d'identité, son argent, etc. Elle prend son identité. Enfin, on est quand même sur quelque chose d'orchestré, sur quelque chose d'assez intelligent, d'assez machiavélique qui a été mis en place, quoi. Et puis, il y a aussi le fait que Pamela lui ressemblait énormément physiquement. Là encore, les policiers ne croient pas que ce soit une coïncidence. Ils pensent que Loïs a volontairement repéré cette femme seule qui lui ressemblait en se disant « ça va être facile de prendre son identité puisqu'elle me ressemble ». Donc quand je vais tendre sa carte d'identité,
eh bien, on va regarder la photo et on va penser que c'est moi. Après, c'est vrai que c'est quand même bizarre qu'elle ait fait tous ces efforts pour essayer d'échapper à la police, mais qu'elle n'ait même pas tenté d'altérer son apparence physique, alors que c'est quand même logiquement la première chose à laquelle on pense. Donc ça, c'est un peu bizarre, donc ça pourrait aller dans le sens d'un coup de folie. Surtout qu'en plus, elle a une fois aussi utilisé sa propre carte d'identité dans un casino. Alors peut-être qu'elle s'est trompée de carte en l'attendant ou qu'elle a juste pensé que bon, c'est pas grave, on va pas me reconnaître. Je sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé une fois. Donc là encore, on pourrait penser à un coup de folie. Mais elle a parlé à plein de gens lors de sa cavale. Elle a côtoyé plein de monde et personne n'a eu l'impression qu'elle était folle, qu'elle était en psychose ou quoi que ce soit. Il y a juste un barman qui a dit j'avais l'impression qu'elle était un peu ailleurs, qu'elle était un peu bizarre. Mais c'est une seule personne. Toutes les autres personnes ont dit elle était normale, elle était sympa, elle était souriante, tout allait bien. Et je vous rappelle qu'il y a quand même des femmes qui ont parlé avec elle des soirées entières pendant des heures. Il y a aussi des serveuses qui l'ont vue revenir au restaurant tous les jours et pareil, qui sont restées discuter avec elle. Et personne ne l'a trouvée folle. Bon, les policiers avouent qu'ils ont quand même vu qu'elle était un peu bizarre quand elle était dans leurs locaux puisqu'elle avait tendance à changer d'humeur assez rapidement. Mais bon, là encore, on n'est pas sur une femme complètement folle qui ne sait pas ce qu'elle fait et qui n'est pas capable d'avoir conscience de ses actions, mais plutôt sur une femme qui est en détresse psychologique, ce qui est normal après avoir tué 2 personnes quand même. Il y a une autre personne qui s'est exprimée à ce sujet et c'est le fils aîné de Loïs qui s'appelle Braden. Braden dit que sa mère a pété un câble, qu'elle avait des démons à combattre et que même si à la base elle était une bonne personne, elle a fini par craquer. Cependant, il dit lui-même qu'il n'arrive pas à comprendre et à intégrer qu'elle ait pu faire un truc pareil parce que sa mère n'était pas du tout ce genre de personne. C'était une bonne personne, sympathique, présente pour les siens. Donc vraiment, il n'arrive pas à la voir comme une tueuse, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est bien ce qu'elle est. Et d'ailleurs, en parlant de Braden, déjà avant l'arrestation de sa mère, il était en dépression. Et après l'arrestation de sa mère, quand il a appris ce qu'elle avait fait et tout ça, il a sombré dans la drogue, il a commencé à prendre des drogues dures et il est mort d'une overdose, donc plus ou moins à cause de sa mère. En cette fin de vidéo, j'ai une pensée toute particulière pour les proches de Pamela qui souffrent énormément encore aujourd'hui de ne pas avoir de réponse à leurs questions. Pamela était une personne extraordinaire, une personne qui a fait beaucoup de bien autour d'elle, qui apportait beaucoup d'amour et d'attention à ses proches, donc la perdre aussi brutalement a été terrible pour eux. Or, encore aujourd'hui, Loïs refuse catégoriquement de s'exprimer au sujet de ce crime. À chaque fois que quelqu'un aborde le sujet, soit elle dit qu'elle ne se souvient de rien, ou en tout cas pas du moment où elle a tué Pamela, soit elle se met à pleurer, c'est impossible de lui faire parler de tout ça. Donc ses proches ont carrément arrêté d'aborder le sujet puisqu'ils voient que ça la met dans un sale état. Je rappelle également que Loïs s'est excusée auprès des proches de David lors du procès dans le Minnesota, mais qu'elle ne s'est jamais excusée auprès des proches de Loïs lors du procès en Floride. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas demandé pardon, rien du tout. Donc là encore, selon la police, c'est une preuve de la froideur de Loïs. C'est une preuve qu'elle n'en avait rien à faire de Pamela, qu'elle l'a vue simplement comme une opportunité d'échapper à la justice en lui volant son identité et c'est tout. Il y a HBO qui a récemment sorti un documentaire, donc en 2024, l'année dernière, un documentaire dans lequel Loïs est interrogée. Et dans ce documentaire, pour la première fois, Loïs a tenté d'apporter une explication sur le meurtre de Pamela. Mais alors, c'est une explication qui ne convainc, encore une fois, quasiment personne. Là encore, vous me direz ce que vous en pensez, mais elle dit qu'elle s'était confiée à Pamela sur le fait qu'elle avait des envies d'en finir, et elle lui avait raconté toute sa vie, et elle dit que Pamela l'a comprise, que Pamela avait eu une vie aussi compliquée, et qu'elle lui a dit « Je comprends que t'en sois arrivée là, et si tu veux, je vais t'aider à te tuer ». C'est trop bizarre, hein. Je vois pas pourquoi Pamela lui aurait dit ça, mais c'est ce qu'elle raconte. Et elle dit que Pamela, là encore, était d'accord pour l'assister dans sa mise à mort. Donc elle aurait sorti le pistolet, sauf qu'au lieu de se donner la mort à elle, elle aurait tué Pamela. Mais là, elle a pas d'explication de pourquoi elle se serait mise à tirer sur Pamela. Donc encore une fois, je vous rappelle, Pamela a été tuée alors qu'elle était devant le miroir en train de se préparer à dormir, abattue de 2 balles dans le dos. Donc ça correspond pas à quelqu'un qui était sur le point de l'aider à se donner la mort. Ça n'a aucun sens. Bon, personnellement, j'ai surtout l'impression qu'elle donne des versions des faits comme ça pour essayer de redorer son image, puisque c'est quelqu'un quand même qui accorde pas mal d'importance à ce que les autres pensent d'elle, et forcément, si elle raconte juste qu'elle a tué Pamela pour prendre son identité, ça la fait passer pour une psychopathe insensible.
ce qu'elle est peut-être, hein, et donc forcément elle préfère donner une autre explication et passer pour une victime, pour une femme en souffrance, enfin voilà. Mais bon, le fait de mentir comme ça n'arrange pas son cas et c'est pas ça qui va faire que les gens aient pitié d'elle et arrêtent de la voir comme une psychopathe, quoi. Sur ce, c'est tout pour cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que vous croyez que Loïs a eu un coup de folie ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt une tueuse froide et calculatrice qui était sur le point de devenir une tueuse en série? J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.